Oh oh, bonjour à tous et bienvenue dans cette spéciale Noël 2022. Après être revenu sur le cas Robert Zemeckis l'an dernier, il était temps de parler de certains des héros de mon enfance, à savoir les Muppets. Si les créations de Jim Henson sont moins connues du grand public de nos jours, notamment depuis le rachat de la licence par Disney, il se trouve qu'elles sont toujours présentes à travers des films, téléfilms ou séries. Étant un enfant des années 90, je n'ai pas découvert le Muppet Show lors de sa diffusion initiale, ni lors de rediffusions sur d'autres chaînes, mais grâce à des DVD édités par Sony dans les années 2000. Néanmoins, je connaissais déjà Kermit la Grenouille et sa bande par la série Muppets Babies, ou par des films comme L'île au trésor des Muppets, ou Ça c'est du cinéma, qui reste une des VHS que j'ai le plus regardé durant ma jeunesse. Bien que je sois plus âgé, j'apprécie toujours autant l'univers des Muppets, et il se trouve qu'adulte, on repère plus facilement certaines choses, comme les parodies ou les allusions méta. Bien évidemment, il est impossible de faire une vidéo sur les Muppets sans évoquer Jim Henson ou le Muppet Show. Néanmoins, cette vidéo sera principalement consacrée aux 8 films de la franchise, ce qui est déjà un beau programme. Donc si vous êtes prêts, nous sommes partis pour le marais de Kermit, où les arcs-en-ciel dévoilent des merveilles. Chapitre 1. L'avant Muppets. Né en 1936, Jim Henson se passionne rapidement pour les marionnettes, et notamment celles d'Edgar Bergen, artiste que l'on retrouve notamment dans Coquin de printemps des studios Disney. Il commence à créer des marionnettes durant ses années universitaires, et à partir de 1954, il propose le show Sam & Friends, où l'on retrouve déjà un certain Kermit la Grenouille, qu'il confectionne selon la légende avec le manteau de sa mère et des balles de ping-pong. Cette période lui permet d'expérimenter avec des marionnettes faites de caoutchouc recouvertes de tissu ou avec des tiges pour les faire bouger au lieu de cordes. Le succès est tel que Jim Henson se retrouve à faire des représentations à la télévision et au théâtre, mais aussi à produire pas mal de publicités, ce qui lui permettra d'avoir un certain train de vie dans les années 60. Au fil des années, Jim Henson se construit une véritable équipe de choc avec notamment sa femme Jen, Frank Oz, Jerry Juhl ou encore le producteur Bernie Bridgestein. Ce qui les amène inévitablement à fouler la fameuse Sesame Street, émission qui fait rêver les enfants depuis 1969. Le succès est à nouveau au rendez-vous, mais Jim Henson veut passer à la vitesse supérieure en s'attaquant à des projets plus adultes. C'est ainsi qu'il réalise quelques courts-métrages expérimentaux et qu'il intègre avec son équipe l'équipe du Saturday Night Live. Néanmoins, les équipes de Lord Michael et la sienne ne s'entendent pas vraiment et l'expérience en restera là au bout de quelques numéros. Le passage de Jim Henson au Saturday Night Live lui a permis de voir comment gérer une émission en 7 jours avec un invité prestigieux. La création du Muppet Show ne fait alors que de commencer. Chapitre 2. Le Muppet Show. À l'origine, le Muppet Show devait se dérouler dans un théâtre type Broadway, mais la chaîne ABC ne donne pas suite au pilote produit et Jim Henson décide d'accepter la proposition du producteur Lou Grade. Ce dernier lui propose de tourner l'émission en Angleterre pour la chaîne ITV et en syndication dans d'autres pays. C'est ainsi que le Muppet Show a atterri sur Antenne 2 en 1977. Pendant un temps, les célébrités ne se sont pas bousculées pour aller au Muppet Show, reposant en grande partie sur le carnet d'adresses de Lou Grade. En effet, les célébrités américaines avaient peu envie de prendre un avion pour faire un aller-retour entre les États-Unis et l'Angleterre. Il faudra attendre la présence du danseur Rudolf Nureyev pour que la situation se débloque. Alors certes, certaines célébrités ne diront rien en moins de 20 ans, voire sont tout simplement décédées depuis. Mais à l'époque, il symbolisait vraiment ce que l'on faisait de mieux en termes d'invités dans une émission. Jugez plutôt. Sylvester Stallone, Elton John, Mark Hamill, Julie Andrews, Rita Moreno, Steve Martin, Vincent Price, Edgar Bergen, Peter Sellers, John Cleese, Raquel Welch, Chris Christopherson, Alice Cooper, Paul Williams, Charles Aznavour, Liza Minnelli, Diana Ross, Linda Carter, Roger Moore, Brooke Shields, Johnny Cash, Debbie Harry, Gene Kelly ou encore Paul Simon. Bien évidemment, le public ne regardait pas le Muppet Show uniquement pour les invités, mais également pour les fameuses marionnettes en titre. Ainsi, l'équipe de Jim Henson a créé une galerie de personnages colossales où certains sortent davantage du lot. Kermit la Grenouille présente le show, Scooter est le neveu du directeur du théâtre, Fozzie l'ours est un comique raté, Miss Piggy est une cochonne amoureuse de Kermit, Rolf est un chien pianiste, Gonzo est cascadeur et trompettiste à 16 heures, doublé d'un abatteur de poules comme Camilla, le docteur Walbeck Bunsen et son assistant Beaker font des expériences qui tournent mal, Sam l'aigle râle tout le temps, le chef suédois est incompréhensible, Statler et Waldorf sont les deux vieux que l'on retrouve au balcon tout le temps en train de critiquer, et on a aussi le Dr Dante et son groupe composé d'Animal, Janice, Zoot et Floyd. Une émission du Muppet Show se déroulait souvent ainsi. L'invité était accueilli par Scooter dans sa loge ou par un réceptionniste à l'entrée du théâtre. Puis il y avait l'hymne du Muppet Show,
des scénettes avec l'invité, si possible en chanson, et des rubriques comme les cochons dans l'espace ou des vétérinaires à l'hôpital. Enfin, la célébrité revenait avec les marionnettes pour le générique. En France, nous avons eu une belle adaptation avec une version française composée en grande partie par Roger Carrel, Micheline Dax, Pierre Tornade, Francis Lax et Gérard Hernandez. Oui, le fameux Raymond de scène de ménage. Mais Jim Henson voit plus grand et veut que ses Muppets deviennent de véritables stars de cinéma, ce qui va arriver en 1978. Chapitre 3. La trilogie de Jim Henson. À l'origine, The Muppets Movie, ou Ça c'est du cinéma en France, devait être réalisé par Jim Henson lui-même, mais Frank Oz et le producteur Lou Grade lui ont suggéré de passer la main puisqu'il aurait déjà pas mal de tâches à faire. C'est finalement le réalisateur James Rowley, surtout connu pour des épisodes de séries télévisées, qui s'en chargera. Malheureusement pour lui, l'expérience sera désastreuse et par la suite, bien qu'il a réalisé quelques films, il restera avant tout un réalisateur de télévision. Ça c'est du cinéma fut un véritable défi pour l'équipe de Jim Henson puisqu'il s'agissait de repousser les limites de ce que l'on pouvait filmer avec des marionnettes. Ainsi, plusieurs Muppets étaient filmés entièrement en mouvement et non seulement cadrés à la poitrine. Des tests ont donc été réalisés dès 1978 pour un résultat optimal, ce qui se confirme dans le film. Au tout début du film, on peut voir Kermit en train de faire du vélo. Cette scène a été réalisée image par image, avec un Kermit généralement scotché au guidon et aux pédales du vélo, et par la même occasion, des cordes le tiraient parfois en hauteur. La scène où Fozzie et Kermit dansent dans un bar a été réalisée en 2 fois. Tout d'abord avec des acteurs, puis avec des marionnettes à échelle réduite et dirigées par des marionnettistes cachés derrière du velours noir, en sachant que certaines marionnettes étaient également téléguidées. Une scène où Kermit est assis sur une bûche aurait pu être totalement anecdotique à faire, et pourtant cette scène a nécessité au moins 5 jours de tournage. Jim Henson était présent dans un récipient en métal où il avait un tuyau pour respirer, un moniteur pour vérifier qu'est-ce qu'il faisait, et un bras en caoutchouc pour diriger Kermit. Les scènes en voiture furent également une sacrée partie de plaisir. Si les plans larges n'ont pas vraiment posé de problème, en revanche les plans à l'intérieur de la voiture beaucoup plus. Car plus vous avez de Muppets à l'intérieur, plus vous avez du mal à les diriger. Puisque les marionnettistes et les Muppets occupaient l'avant de la voiture, une personne de petite taille pilotait depuis le coffre via un moniteur qui lui montrait ce qu'une caméra filmait à l'avant. Toutefois quand ça marchait, puisqu'il était souvent guidé par des talkie-walkie. Dans une scène musicale, Rolf et Kermit partagent un duo, ce qui était totalement impensable à l'époque du Muppet Show, puisque Jim Henson dirigeait les 2 personnages, et toujours séparément. Ici, il est accompagné d'une personne pour Rolf, et une 3e personne s'occupe de Kermit. Lors du climax, on pourrait croire que la tête géante d'animal est un effet d'optique ou qu'elle a été faite à échelle réduite. Mais pas du tout. En fait, elle a été vraiment réalisée grandeur nature par souci d'authenticité et elle mesurait au moins 60 pieds. Au final, c'est le plan le plus potentiellement compliqué qui a été tourné en une seule journée, soit le plan qui réunit 250 Muppets et 150 marionnettistes. Jim Henson a désormais un beau carnet d'adresses et peut donc se permettre de faire venir des stars. Ainsi, Steve Martin joue un serveur aux shorts particulièrement moulants, Paul Williams joue du piano chez James Coburn et un de ses clients n'est autre que Kojak, Edgar Bergen effectue sa dernière apparition en public avant son décès, Richard Pryor vend des ballons, Elliot Gould est celui qui fait découvrir Miss Piggy aux yeux du monde, Charles Durnings et Mel Brooks jouent 2 des antagonistes du film, et la cerise sur le gâteau n'est autre qu'Orson Welles en patron de studio, chose totalement improbable quand on sait toutes les déboires qu'il a eu pour monter des films. Ça c'est du cinéma se présente comme une origin story des Muppets qui sera vite contredite dans les Muppets à Manhattan sortis quelques années plus tard. Mais après tout, Kermit précise dès les premières minutes que cela s'est passé à peu près comme ça. L'aspect prequel en mode road movie s'avère assez charmant et il en est tout autant du délire méta. Car en effet, nous assistons à une projection du film par les Muppets avec tous les aléas possibles et envisageables et Kermit en vient même à briser le 4e mur en donnant le script du film au Dr. Dent. Paul Williams a reçu carte blanche de la part de Jim Henson pour composer les chansons du film et il s'en est donné à cœur joie. Rainbow Connection est une chanson tellement importante dans la mythologie des Muppets qu'elle a été réutilisée dans le Muppet Show avec Debbie Harry, mais également dans The Muppet en 2011. D'ailleurs, la chanson a été nommée aux Oscars, mais la statuette a été remportée par le film Norma Ray. Au final, The Muppets Movie a rapporté plus de 65 millions de dollars, ce qui fut un beau succès pour l'époque. Durant la dernière saison du Muppet Show, Jim Henson décide de réaliser lui-même un nouveau film Muppet, à savoir The Great Muppet Caper, qui, comme son titre le suggère, est un caper movie, à savoir un film relatant un ou plusieurs vols. Soit ici le vol des diamants de Lady Holiday, alias Diana Wag, par des mannequins revanchards et un mystérieux acolyte. Ici, les Muppets jouent tous un rôle. Kermit et Fozzie jouent des frères reporters accompagnés de leur fidèle Gonzo, Piggy est une mannequin qui essaie de se faire engager par Lady Holiday, et le reste de la bande occupe un hôtel miteux.
Le délire méta est toujours aussi présent, avec Kermit, Fozzie et Gonzo se foutant de la gueule du principe du générique et aussi des crédits par la même occasion, et Kermit en vient même à stopper l'action à un moment pour dire à Miss Piggy qu'elle joue mal. L'humour n'est pas en reste, avec notamment cette scène délirante où John Cleese et Johan Sanderson jouent un vieux couple anglais déprimé qui voit en la présence de Miss Piggy un moyen de se sortir de sa routine. Outre les célébrités déjà citées, on peut également retrouver Charles Grodin dans le rôle du frère de Lady Holiday, Peter Ustinov en camionneur particulièrement macho, Jack Warden en patron de Kermit, Fozzie et Gonzo, ou encore le lieutenant Colombo en vendeur de montres à la sauvette. La scène d'ouverture en montgolfière fut un véritable cauchemar à tourner. Les marionnettes étaient présentes dans la montgolfière et étaient téléguidées à distance par l'équipe de Jim Henson depuis un hélicoptère. Sauf que lors de son atterrissage, la montgolfière a fini par se casser la figure et le pauvre Fozzie a fini brûlé. Heureusement pour lui, il a été sauvé par Amy Van Gilder qui est devenu ensuite Dr Muppet. La parodie du bal des sirènes fut également un sacré casse-tête logistique avec toute l'équipe planquée dans un bassin sous l'eau. Ce qui n'a pas empêché Francoz de trouver l'expérience charmante. Sorti en 1981, le réussi The Great Muppet Caper n'a finalement rapporté que 31 millions de dollars. Par la même occasion, la chanson The First Time It Happens n'a finalement pas remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale au profit de la chanson du film Arthur. Réalisant The Great Muppet Caper et le superbe Dark Crystal coup sur coup, Jim Henson décide de confier la réalisation des Muppets à Manhattan à son ami Francoz. Francoz n'est peut-être pas connu du grand public, mais il est un marionnettiste de génie, l'homme derrière Maître Yoda et le réalisateur de films très réussis comme La Petite Boutique des Horreurs ou In and Out. Après un premier jet de Jet Arcès et Tom Patchett qu'il jugeait trop rigolo, Francoz est revenu sur le script, chose qu'il refera également lorsque Dustin Hoffman quittera le projet. En effet, l'acteur devait incarner un personnage de producteur à l'image de Robert Evans, mais de peur de le frustrer, il est parti du projet, emmenant dans son sillon d'autres célébrités. Les Muppets à Manhattan prend pas mal de liberté par rapport aux événements montrés dans Ça c'est du cinéma. Ici, les Muppets se connaissent depuis l'enfance, et une scène montre même les prémices de Muppets Babies, une série animée produite par la Toei Animation et Acom Productions entre 1984 et 1991. Cela va même jusqu'au look des personnages. Ils ont ensuite fait l'université, et si le chemin vers la gloire dans Ça c'est du cinéma n'était déjà pas triste, ici c'est carrément la galère avec le pauvre Kermit qui essaye par tous les moyens de monter son spectacle. Les Muppets à Manhattan est donc un film curieusement mélancolique, là où son prédécesseur était particulièrement fun. Il a d'ailleurs une certaine importance puisqu'il met en scène le mariage de Miss Piggy et Kermit, chose qui sera plus ou moins remise en question dans Muppets Most Wanted. Au passage, les rats étaient dirigés par des tiges qui faisaient fonctionner la tête et la bouche, ce qui est très différent de la manière de faire fonctionner les Muppets habituellement. Sorti en 1984, les Muppets à Manhattan a rapporté encore moins que son prédécesseur avec 25 millions de dollars de recettes totales. Ce qui a amené le pauvre Lou Grade à faire faillite puisque ses films avaient tous bidé depuis Ça c'est du cinéma. Par ailleurs, la bande originale de Jeff Moss a été nommée aux Oscars mais n'a rien gagné face à Purple Wayne. Si les Muppets continuent à apparaître par la suite, Jim Henson se consacre à d'autres projets comme le film Labyrinthe ou les séries Fraggle Rock et Monstres et Merveilles. Mieux, son entreprise d'animatronique et de marionnettes Creature Shop connaît un véritable essor dans les années 80 avec des projets comme l'Ours, The Witches ou les Tortues Ninja. Une entreprise qui continuera à faire des merveilles par la suite avec la série Farscape ou des films comme Babe, H2G2 ou même Le Pacte des Loups. Alors qu'il travaillait sur Muppets Vision 3D et qu'il essayait de vendre son entreprise au studio Disney, Jim Henson meurt d'une pneumonie bactérienne en 1990. Il avait 53 ans. Chapitre 4. La relève. Peu après la mort de Jim Henson, l'agent Bill Haber vient au studio pour une adaptation de Christmas Carol de Charles Dickens. Le but est de faire une adaptation sous forme de téléfilm pour la chaîne ABC. Jerry Juhl se met alors à l'écriture et distribue différents rôles aux Muppets. Ainsi, Bob Cratchit sera joué par Kermit, sa femme par Piggy, et leur enfant Tiny Tim sera joué par Robin, le neveu de Kermit. Juhl prétextant que c'est le choix le plus improbable pour incarner le personnage Gonzo hérite de Charles Dickens, et il est toujours accompagné de Rizzo le rat. Puisqu'il faut bien les caser, Marley devient deux personnages sous la forme de Statler et Waldorf. Fozzie devient Fozziwig, l'ancien patron de Scrooge, et Sam l'Aigle incarne son mentor. Si vous connaissez un peu le conte, vous savez qu'il existe trois fantômes. Le fantôme des Noëls passés, le fantôme du Noël présent et le fantôme des Noëls futurs. Au départ, ils étaient censés être incarnés par des figures historiques des Muppets, à savoir Scooter, Piggy et Animal. Au final, Jerry Juhl a décidé de miser sur trois nouveaux personnages. Fils de Jim, Brian Henson a travaillé comme concepteur d'animatronique et marionnettiste sur des projets de son père comme Labyrinthe ou Monstres et Merveilles, mais aussi sur La Petite Boutique des Horreurs. Il n'avait alors jamais travaillé sur les Muppets et autant dire qu'il a eu la boule au ventre quand on lui a proposé de réaliser Noël chez les Muppets. Parmi tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, ce film fait partie des choses que j'aime le plus, mais je ne voulais pas le réaliser.
J'ai tout fait pour embaucher à ma place un réalisateur que j'aime et que je respecte. J'aurais voulu que ce soit Francoz, mais tout le monde voulait que ce soit moi. Ils m'ont tous dit qu'ils allaient m'aider. C'est l'un des rares projets dont je me rappelle la moindre minute de production car j'étais tellement nerveux. Durant la suite de ma carrière, les choses sont devenues plus faciles et moins stressantes. Bien que le rachat de Jim Henson Productions n'a pas été conclu, les studios Disney ont acquéri le scénario de Noël chez les Muppets pour en faire un véritable long métrage. Ce qui a amené son lot de problèmes à l'image de la séquence When Love Is Gone. Cette chanson devait se dérouler après la séparation entre Scrooge et sa compagne Belle. Les acteurs Meredith Brown et Michael Caine ont enregistré la chanson et ont tourné la séquence en question. Comme bien souvent à cette époque, Jeffrey Katzenberg a fait des siennes lors d'une projection test, trouvant la séquence trop déprimante et peu adaptée pour le jeune public. Ce qui s'avère particulièrement ironique puisqu'un conte de Noël parle de la rédemption d'un vieil homme qui voit lors d'une soirée les fantômes de sa sœur et de ses amis, mais aussi sa propre mort et celle d'un petit garçon. Brian Henson, qui a adoré la séquence, a donc dû la retirer à contre-cœur et la chanson n'est présente que dans le générique de fin dans la version cinéma. Version cinéma car il semblerait que la chanson est réintégrée dans le film selon certaines éditions vidéo, quand ce n'est pas tout simplement un bonus. Au final, cette scène a été réintégrée officiellement dans le film avec l'accord de Brian Henson et Disney. Une chanson superbe à l'image de toutes celles composées pour le film par Paul Williams et Miles Goodman. Jack Lemmon était le premier choix pour incarner Scrooge, mais l'acteur voulait à tout prix jouer Kermit, ce qui lui a bien évidemment été refusé. Michael Caine, qui ne demandait que ça, a finalement été le second choix. En effet, l'acteur voulait apparaître dans le Muppet Show suite à des avis favorables de ses amis invités, mais il était en plein exil fiscal et ne pouvait donc pas se rendre en Angleterre pour le tournage. Il a ensuite réglé ses affaires financières et dès qu'il a eu vent du projet, il a foncé dessus. Il est d'ailleurs un excellent Scrooge. Jim Henson n'étant plus là, il fallait bien quelqu'un pour diriger Kermit à nouveau. Ce sera finalement Steve Whitmire qui officiera sur le personnage jusqu'en 2016, date à laquelle il fut viré suite à des différends avec la famille Henson et Disney. Le film fut également endeuillé par la mort de Richard Hunt, figure historique de la franchise Muppets, puisqu'il était l'homme derrière Scooter et Statler. Il avait 40 ans. Bien que les studios Disney ont beaucoup misé dessus, Noël chez les Muppets n'a rapporté que 35 millions de dollars au box-office mondial. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque Disney l'a placé face à une grosse concurrence comme Maman j'ai encore raté l'avion ou face à son propre poulain Aladdin. Inévitablement, les Muppets sont mordus la poussière et c'est seulement en VHS que le film a gagné en réputation, devenant à juste titre une des adaptations préférées du roman de Dickens. Pour la nouvelle aventure cinématographique des Muppets, le scénariste Kirk Thatcher songe dans un premier temps à une histoire autour du roi Arthur. Il pose finalement son dévolu sur L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Disney ayant toujours un droit de regard sur les films Muppets, ils acceptent de produire le film. Le studio avait déjà produit une adaptation de L'île au trésor dans les années 50 et il s'agissait même d'une des premières productions live-action de Walt Disney en dehors des classiques. L'ironie veut que Disney a donné son feu vert à deux adaptations du même roman en peu de temps. L'île au trésor des Muppets donc, et La planète au trésor de Ron Clements et John Musker qui était plus orienté SF. Brian Henson est toujours à la réalisation même si l'équipe dira qu'il était moins présent sur le tournage que son assistant David Lane. Francoz ne pouvait pas être présent sur le tournage à cause d'un conflit d'emploi du temps et a donc été remplacé par Kevin Clash. Il a toutefois assuré la voix de ses personnages en post-production. Au départ, le jeune Jim Hawkins devait être joué par Gonzo et Rizzo sous les noms de Jim et Hawkins, mais cela ne plaisait pas à Disney et au final ce sont les sidekicks de Kevin Bishop. Oui, le frère de Kelly Reilly dans l'auberge espagnole. D'ailleurs, l'acteur avait mué entre-temps et a donc dû réenregistrer ses chansons et ses dialogues en post-production. Long John Silver devait initialement avoir un animal de compagnie femelle, mais les scénaristes avaient mis tellement d'allusions sexuelles entre les deux personnages que Brian Henson a décidé de le remplacer par un mâle. Ce qui n'a pas empêché certaines allusions sexuelles d'être dans le film à l'image des relations torrides entre Miss Piggy et ses compagnons de route. Dans Noël chez les Muppets, le délire méta se concentrait avant tout sur Gonzo et Rizzo qui étaient des personnages intemporels et qui n'interagissaient pas avec les autres. En revanche ici c'est le festival. Des rats se retrouvent sur le bateau en mode croisière, arrêtent l'action pour prendre des photos et font même une chasse au trésor à la fin du film. Une langouste parle d'un parc d'attractions dirigé par une souris quand des légumes disent qu'il tourne dans un navet. Gonzo crie Kawabunga avant de se faire reprendre par son adversaire lui suggérant qu'il s'est trompé de film. Et enfin Kermit dit à Miss Piggy Don't cry for me Benjamina en référence à Evita, une comédie musicale dont Disney produisait l'adaptation à cette époque. En sachant que les numéros musicaux de Cynthia Weil et Barry Mann ne sont souvent pas tristes non plus, et que la musique générale est gérée par Hans Zimmer, dont certains morceaux se rapprochent de ce qu'il fera dans les futurs Pirates des Caraïbes. Si Noël chez les Muppets pouvait compter sur un excellent Michael Caine dans la peau de Scrooge, L'île au trésor des Muppets repose sur un très bon Tim Curry dans le rôle de Long John Silver. D'ailleurs, l'acteur n'a jamais caché qu'il avait passé un très bon moment sur le tournage, il a même reçu une marionnette à son effigie de la part de l'équipe.
Sorti en février 1996 aux États-Unis, L'île au trésor des Muppets a rapporté un peu plus que son prédécesseur avec 44 millions de dollars de box-office total. Néanmoins, cela n'a pas empêché Disney de le sortir directement en vidéo sur certains territoires, à l'image de la France. À cette même période, les Muppets étaient également présents à la télévision dans Muppets Tonight, une nouvelle version du Muppet Show présentée en grande partie par Clifford, une sorte de poisson-chat violet avec des dreadlocks qui était particulièrement porté sur la chose. Cette émission a duré 2 saisons, de 1996 à 1998, et était diffusée en France sur Canal+. Les studios Disney avaient un droit de regard sur un nouveau film Muppets, mais ils ont stoppé net les négociations avec Jim Henson Productions une fois qu'ils ont su que Sony Pictures et Jim Henson Productions travaillaient sur un nouveau projet. Au final, les Muppets dans l'espace se fera chez Sony. Kirk Thatcher avait écrit un premier jet où Kermit était kidnappé par des aliens pensant qu'il était leur chef. Les Muppets partaient alors à sa rescousse. Dans une version plus ou moins similaire à celle du film, Gonzo était déjà le héros de l'histoire et rencontrait les aliens à la fin du film. Ils étaient mimétiques et ressemblaient à des Muppets. La raison, ils avaient capté des émissions du Muppet Show dans l'espace. Au final, le film opte pour une version beaucoup plus simple. Bien que crédité, le scénariste Joseph Mazarino s'est désolidarisé du projet, prétextant qu'il y avait eu trop de modifications faites sur son script. Le réalisateur Randall Kleiser devait s'occuper du film, mais a été viré quelques semaines avant le tournage. Le motif, il n'avait visiblement pas de vision claire. Il a été remplacé par Tim Hill, que l'on connaît surtout pour son travail sur Bob l'éponge, mais qui a aussi réalisé des navets intersidéraux comme Hop ou Alvin et les Chipmunks. Il est dit que le réalisateur a enlevé pas mal d'aspects parodiques du script, ce qui n'empêche absolument pas des parodies grosses comme un camion de Men in Black, de Rencontre du troisième type ou d'Independence Day. Les Muppets dans l'espace est dans l'ensemble un film plutôt sympathique. Néanmoins, il a des défauts assez gênants, comme des allusions sexuelles franchement limites pour un film tout public. Ainsi, Animal redevient un véritable prédateur sexuel, comme on pouvait le voir dans des séries et films précédents, et cela n'a pas l'air de déranger madame. Vers la fin du film, on retrouve Joshua Jackson et Katie Holmes dans la foule. Les deux acteurs incarnent les personnages qu'ils tenaient dans la série Dawson, également produite par Sony, et qui se tournaient pas loin. C'est alors que Pépé la crevette royale et Clifford se mettent à lourdement draguer Katie Holmes, soit une actrice mineure qui incarne un personnage mineur dragué par 2 gros cochons. Je vous laisse imaginer la gênance de la scène. À cela rajouter que Sam L'Aigle semble hypnotisé par le nombril d'une figurante, un plan qui a d'ailleurs été largement raccourci puisqu'on pouvait voir le début dans le teaser. On peut également reprocher au film de manquer de personnalité musicalement puisqu'il n'utilise que des chansons préexistantes pour la soundtrack. Ce qui n'empêche pas quelques moments sympathiques comme la présentation des personnages sur Brick House ou la fin sur Celebration. Si les 4 derniers films Muppets avaient moyennement marché, en revanche ce sera une véritable douche froide pour les Muppets dans l'espace, avec 21 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 24 millions. Initialement, le film devait sortir en février 2000, mais Sony voulait à tout prix un film pour l'été 1999. Grand mal lui a pris puisque le film a fait face au projet Blair Witch et à Inspector Gadget. Alors certes, on ne peut pas deviner le succès de certains films, mais là, pour le coup, c'est plutôt pas de bol. Le film signe également la fin d'une ère puisque c'est le dernier film Muppet où Jerry Juhl, décédé en 2005, et Frank Oz ont été impliqués. Frank Oz, qui a essentiellement fait du doublage sur le film, a dit qu'il aurait dû être bien meilleur que ce qu'il est au final. Chapitre 5. Le revival. Si les Muppets ne sont pas réapparus au cinéma durant les années 2000, en revanche, ce ne fut pas le cas à la télévision. Parmi tous les téléfilms spéciaux qui ont été produits, on en retient surtout 2. Produit par Sony, Kermit les années Tétard et un prequel se déroulant durant les jeunes années de Kermit au Marais. Édité par Disney, le magicien d'Oz des Muppets met en scène la chanteuse Ashanti, Jeffrey Tambor, Queen Latifah, David Alan Grier et même Quentin Tarantino. 2 téléfilms particulièrement médiocres entre humour lourdingue et très gamin. Et puis Cocorico, il y a eu l'expérience Muppets TV en 2006 où Sébastien Coé s'est dit qu'il pouvait réanimer le Muppet Show avec ses potes et des stars francophones. Autant dire que le massacre a duré quelques numéros avant que TF1 ne coupe définitivement le courant. Si vous êtes courageux, il y a quelques émissions sur le net. Les années 2000 marquent également le rachat de la licence par Disney. Il est bon de préciser que ce n'est que la partie Muppets. Jim Henson Productions et Creature Shop n'appartiennent pas à Disney même s'ils collaborent toujours ensemble. C'est pour cela que les séries Dark Crystal et Fraggle Rock sont sur Netflix et Apple+. Néanmoins, les studios Disney ne font pas grand-chose des Muppets depuis 2004 et il faudra attendre 2008 pour qu'un projet de Jason Segel et Nicholas Stoller se mette en route. Si le réalisateur de Sansara Rianova n'a finalement pas réalisé le film, il en reste scénariste et producteur. Il en est de même pour Jason Segel, en plus du rôle principal. James Bobbin se charge finalement de la réalisation, un réalisateur que l'on connaît depuis pour son adaptation de Dora l'exploratrice ou pour la suite d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Pour les chansons, il embarque son compagnon de la série Flight of the Conchords, Brett McKenzie, et le reste de la bande originale est signé Christophe Beck. Des chansons qui s'avèrent particulièrement réussies à l'image de Manor Muppets, qui décrochera l'Oscar de la meilleure chanson originale. Après 3 nominations aux Oscars, il se trouve que la 4e était la bonne.
Comme évoqué plus tôt dans la vidéo, les Muppets sont moins ancrés dans l'inconscient collectif depuis le début des années 2000 et le film en joue pas mal. Ils sont souvent montrés comme des has-beens sur le retour, et même le pauvre Kermit est soit confondu avec d'autres personnages, soit totalement inconnu au bataillon. D'ailleurs, une séquence montre bien qu'ils sont les héros d'une autre époque, puisque le carnet d'adresses de Kermit est rempli de personnalités décédées ou de stars des années 70-80. Il n'évoque rien non plus aux stars de Disney Channel présentes dans le film. Au final, ils sont sauvés par des fans aussi bien dans la réalité que dans la fiction. Walter est une marionnette qui veut devenir un Muppet, et Gary est un homme qui n'arrive pas à s'engager avec sa compagne Marie. Ce qui vaut d'ailleurs de très bonnes chansons avec Amy Adams. Alors que quasiment personne ne les attendait, les Muppets sont littéralement cassés la baraque avec plus de 155 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 45 millions. Ce qui n'a pas empêché le film de sortir en DTV chez nous. Au vu du succès, les studios Disney donnent le feu vert à une suite avec quasiment la même équipe. Jason Segel ne veut pas rempiler, estimant qu'il a fait son travail en remettant les Muppets en lumière. Il en est de même pour Amy Adams, et les deux acteurs sont remplacés par des doubleurs d'eau en début de film. Christophe Waltz devait initialement jouer l'agent d'Interpol interprété par Ty Burrell, mais suite à un conflit d'emploi du temps, il s'est contenté d'un caméo. Des caméos qui sont d'ailleurs particulièrement nombreux, au point que Lady Gaga et Tony Bennett ironisent de la situation, disant que certains acteurs sont là uniquement pour une réplique. À l'image du deuxième film de la franchise, Muppets Most Wanted se présente comme un véritable caper movie, avec une grenouille se faisant passer pour Kermit pour effectuer des vols dans toute l'Europe. Sans compter la parodie de films d'évasion avec Jemaine Clements, Danny Trejo, Ray Liotta, Tina Fey et même Josh Groban. Si une certaine amertume régnait dans le précédent film, à l'image des Muppets à Manhattan, ici on est plus dans le film fun avec des situations particulièrement absurdes. Pour preuve, ce concours de plaques entre Ty Burrell et Sam L'Aigle. Bien qu'il soit aussi réussi que son aîné, Muppets Most Wanted n'a récolté que 80 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 50 millions. Certains diront que c'est parce que le film se déroule en grande partie dans un goulag, alors qu'il y avait déjà des problèmes en Crimée à cette époque. Mais on peut également se poser des questions en voyant la date de sortie américaine. Le film est sorti en mars 2014, alors que son aîné était sorti pour Thanksgiving 2011, soit la fin d'année, donc pas du tout le même type d'audience. En sachant que le film n'est jamais sorti sur support physique en France, puisque Disney l'a directement diffusé sur ses chaînes, puis sur Netflix, puis sur Disney+. Les Muppets sont ensuite revenus dans 3 séries télévisées bien différentes. La première est The Muppets, diffusée sur ABC entre 2015 et 2016. Elle était une sorte de The Office des Muppets avant un changement d'orientation qui a mené à son annulation. La seconde fut une refonte en CGI des Muppets Babies, produite entre 2018 et 2022, et enfin la dernière fut Muppets Now en 2020, qui était une série éphémère avec des invités. Interrogé par le Guardian en 2021 sur la gestion des Muppets par Disney, Francoz avait déclaré ceci. « Disney ne veut pas de moi parce que je ne suis pas les ordres et je ne vais pas leur donner le genre de Muppets qu'ils attendent. Il n'y a plus ce qui faisait l'âme des Muppets. L'âme, c'est ce qui permet aux choses de grandir et d'être drôles. Il y a une incapacité pour les entreprises américaines à comprendre la valeur de quelque chose qu'ils ont acheté. Ils n'ont jamais compris. Chez nous, il ne s'agit pas de marionnettes. Il s'agit de performeurs qui s'aiment et travaillent ensemble depuis plusieurs années. » Quand on voit que les Muppets deviennent progressivement des programmes pour Disney+, on peut se rapprocher en effet du point de vue de Francoz. Néanmoins, il y a parfois des bonnes surprises, et Muppets Haunted Mansion en fait partie. Ce téléfilm, produit pour Halloween 2021, se présente comme une véritable adaptation avec les Muppets de l'attraction Le Manoir Hanté. Si vous l'avez déjà faite à Disneyland Paris ou dans d'autres parcs Disney, vous retrouverez toutes les étapes clés chères à l'attraction. On a donc la mariée dont les amants se succèdent autant que les cadavres, l'ascenseur avec les peintures qui défilent, les têtes qui parlent, la salle de bal avec les fantômes qui dansent, ou encore la voyante qui a sa tête présente dans une boule de cristal, ici personnifiée par Piggy. Même au niveau du déroulement, on est proche de l'attraction. Au vu de la réussite de ce téléfilm, on peut se demander pourquoi Disney a produit une nouvelle adaptation pour l'année prochaine. Si l'on se fie au synopsis dévoilé cet été, il semblerait que l'on se rapproche dangereusement de la daube avec Eddie Murphy. En attendant, les Muppets seront de retour l'an prochain pour une nouvelle série sur Disney+, The Muppets Mayhem, qui s'intéressera au groupe du Dr Dante. Comme quoi les créatures de Jim Henson sont toujours aussi vivantes. Donc voilà pour cette spéciale Noël 2022, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager. Je vous souhaite bien évidemment un joyeux Noël à tous, et je vous dis à l'année prochaine.